Bonjour, merci de vous être rendu à cette table ronde. Alors aujourd'hui, tout se digitalise, même la prospection foncière. Je vais vous faire les présentations rapides et ensuite chacun détaillera un petit peu qui il est, ce qu'il fait, comment il fonctionne et son apport à ce sujet. Donc, on y va. On commence par Monsieur Eduardo. Alors, j'ai pas dit son nom, hein. Non. Bon, il le dira tout à l'heure. Ludovic, Amaury et moi. La particularité, c'est qu'ici, donc, on est trois à avoir été d'anciens développeurs. Moi, j'étais un développeur, j'allais dire, antique, quand j'ai commencé dans ma jeunesse, en allant éplucher les matrices cadastrales de l'époque. Ça rappelle peut-être des souvenirs à quelques-uns. Et c'est vrai que quand on regarde le chemin parcouru aujourd'hui pour faire du développement foncier, la progression et la productivité est extrêmement importante. Voilà, donc je vais passer tout de suite la parole à Monsieur Eduardo, puisqu'il nous manque aujourd'hui un participant, Christian Delafière, Kaufmann & Broad. Ça, c'est les joies du développement. Il a un rendez-vous qu'il pensait avoir fini, qui n'est pas fini, donc il ne sera pas là. Mais c'est pas... on va faire sans, voilà. Hein. Et moi, je prends un double rôle, à la fois d'animer la table ronde, et puis également, au titre de mes activités, je suis le conseiller en développement d'un groupe spécialisé de maisons de retraite médicalisées, qui utilise aussi les méthodes de prospection foncière et le digital. Et je vous ferai part de comment ça fonctionne sur des groupes particuliers. Allons-y, je vous demande une petite présentation de chacun. Parfait. Donc, bonjour, je suis Eduardo Larin. Donc, moi, je suis le fondateur et le directeur général de Quel Foncier. Donc, Quel Foncier fait partie du groupe Quel Quartier et beaucoup de réseaux d'agences immobilières, de promoteurs utilisent déjà Quel Quartier sur leur site internet. Et en fait, ce qui s'est passé il y a 3 ans, c'est que les promoteurs immobiliers nous ont dit, et si vous rajoutiez à vos cartes tous les documents d'urbanisme, et on a donc lancé Quel Foncier. Qui est une application qui permet en fait d'identifier les dents creuses, identifier ce que vous pouvez faire sur une parcelle très rapidement. Si vous avez une petite maison, en un clic, vous savez si vous pouvez construire un immeuble et vous êtes donc peut-être déjà assis sur un tas d'or, ou vous pouvez faire juste une maison parce qu'il y a des bonnes raisons de ne pas construire, du patrimoine. Il faut protéger le patrimoine en France, c'est ça l'urbanisme, et également des mauvaises raisons comme c'est pollué, il y a des carrières, des mouvements de terrain. Ludovic. Bonjour, Ludovic Genin, société Quanime. J'exerce le métier de développeur depuis bientôt plus de 15 ans. J'ai effectué diverses expériences au sein de petites, moyennes et grandes entreprises. Aujourd'hui, j'ai intégré la société Quanime, qui est un promoteur spécialisé dans le multi-usage. Notre cœur de métier reste l'habitat résidentiel. On exerce principalement en région Île-de-France. Notre production est d'environ 1200 logements depuis la période de création de Quanime, qui est de 2010. Et aujourd'hui, on table sur une production de 150 à 250 logements, avec un objectif de doubler cette production d'ici 2 à 3 ans. C'est pour ça que nous, on est très à l'écoute de toutes ces nouvelles technologies qui peuvent nous aider dans cette démarche de développement foncier. J'ai eu l'occasion de rencontrer Eduardo il y a quelques années. On se connaît, oui. Sur justement l'amélioration de cet outil qu'il a déployé pour les promoteurs. Et c'est un sujet qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je suis là pour partager mon expérience de développeur foncier et de ce que nous, aujourd'hui, on a besoin et de ce qui peut être amélioré. Voilà. Bonjour tout le monde, donc moi je suis Amaury Paouvre et je suis associé fondateur de Promolid. Donc Promolid, en fait, moi j'ai fait 10 ans de développement foncier chez Bouygues et puis les nouveaux constructeurs, et je trouvais que le développement foncier n'était pas du tout outillé, que c'était un métier très chronophage, et donc c'est la raison pour laquelle j'avais besoin d'un outil. Donc j'ai développé Promolid, qui aujourd'hui permet, grâce à une application web et mobile, d'organiser la prospection foncière. Donc on a un outil qui est très complémentaire de ce que propose Eduardo Larin. C'est un outil qui permet d'optimiser son temps, le process métier. Et bien plus qu'un CRM, c'est derrière un outil aussi de stratégie d'entreprise et un outil de management. Ok. Ludovic, l'organisation que vous avez chez vous, et je vais poser la même question, alors je vais dériver un petit peu. Amaury, puisqu'il a fait aussi du développement foncier chez 2 promoteurs importants, l'organisation actuelle des services ou des directions du développement, vous pouvez nous la préciser à travers votre expérience ?
au sein de Quanime, alors, il faut savoir que Quanime est une structure à taille humaine. On est 3 développeurs. On intervient sur l'ensemble de l'Île-de-France. Notre objectif, nous, c'est de chercher des opportunités foncières qui nous permettraient de développer des opérations à minima, pour parler en chiffres, de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui représente en moyenne des opérations minimum de 2000 m² de surface de plancher sur des secteurs de première couronne. Aujourd'hui, on est une équipe de 3 développeurs. Donc chaque développeur a pour objectif d'identifier ses fonciers, et ça passe par toute une recherche. Premièrement, une étape réglementaire, c'est l'analyse de l'ensemble des PLU, identifier ces terrains qui seraient susceptibles justement d'accueillir ces opérations. Et après, c'est amener une veille foncière. Et pour mener à bien toutes ces opérations-là, nous, on a pas pour contrainte, mais pour obligation d'assurer un certain suivi de tous ces terrains qu'on identifie. Donc nous, on crée une base de données, on est encore sur un niveau plutôt archaïque, on crée ce qu'on appelle nous, une base de données Excel. Là, je reste la parole à mon collègue pour vous expliquer quels sont sur les services proposés par les Donc nous, on a une veille foncière, on a des stratégies de développement aussi qui sont définies en début d'année, et on essaye de s'y attacher pour atteindre nos objectifs qui sont, nous, bien entendu, un nombre de logements à réaliser pour faire tourner une structure. Donc voilà, dans les grandes lignes, aujourd'hui, comment on est organisé. On a des points de développement toutes les semaines. On suit l'ensemble des terrains en négociation. On a nos supports aussi de par nos relationnels auprès des collectivités, des aménageurs. Et on assure tout ce suivi-là pour mener à bien des opérations, des négociations au cours de l'année. Voilà. Alors Amaury, vous avez dit tout à l'heure que quand vous avez été développeur foncier, les organisations n'étaient pas satisfaisantes et n'étaient pas satisfaisants. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? C'est en effet ce que tu viens de dire. C'est-à-dire qu'on travaille tous avec sa méthode, on a tous sa méthode de travail, son petit tableau Excel isolé, effectivement, et puis après, dans les demandes de matrice, il y a également du temps perdu. Dans la rédaction du courrier public-postage, il y a également du temps perdu. Il n'y a aucune mutualisation des compétences en interne. Et je me suis dit, il y a tant d'énergie déployée pour finalement si peu de... Ça ne nécessite pas forcément beaucoup de compétences de faire de la saisie, ce genre de choses, qu'on a imaginé Promolid pour justement faire en sorte que, en tant que développeur, tu puisses te concentrer exclusivement sur tes compétences commerciales et que ton talent puisse s'exprimer plutôt que de faire des requêtes, des choses qui prennent du temps. Donc il y a une automatisation de certaines tâches de la prospection foncière, il n'y a pas de redite et surtout on permet derrière, avec des droits différenciés, à des assistants de venir saisir les références cadastrales, enfin les noms des propriétaires éventuellement, ou de pouvoir éditer des courriers, et donc ça permet de faire en sorte d'élever tout le monde pour optimiser la prospection foncière et de focaliser sur ce qui est vraiment consommable derrière. Voilà. Ok. Eduardo, le retour que vous avez des promoteurs, enfin de vos clients par rapport aux services proposés, vous pouvez nous en faire part et peut-être nous donner également le détail, en gros, de ce que vous apportez et quel est l'avantage pour vos clients de ces méthodes. Parfait. En fait, pour répondre à la même question, parce que nos clients, s'ils venaient chez nous, si vous ouvrez la porte des bureaux de Quel Foncier, vous allez voir des cartographes, des géographes, des géomaticiens. Alors, c'est qui ces gens? C'est des gens qui mettent à jour de la donnée géographique. Nous, pourquoi les gens viennent nous voir? C'est qu'on crée de la base de données que vous ne trouvez pas ailleurs. Et c'est peut-être assez simple. On dit les PLU, ils sont disponibles à la mairie, un peu partout. Le problème des PLU, c'est que l'espérance de vie d'un PLU, c'est 9 mois. Il y a une modification, il y a une révision. Vous prenez, pour les gens qui travaillent sur la métropole du Grand Paris, 131 communes, il y en a 29 qui vont changer dans les 12 prochains mois. Et il y a un adage dans le développement foncier, on dit si c'est approuvé, c'est déjà trop tard. Donc évidemment, il faut qu'on ait les projets, il faut qu'on ait les enquêtes publiques, et il faut qu'on identifie les parcelles qui vont changer de hauteur, d'emprise. Et donc tout ce travail, nous, est fait par nos géographes, nos cartographes, et pas uniquement sur quelques communes de France. On travaille vraiment sur la France, c'est 36 000 communes, mais en gros, c'est 18 000 PLU en France. Et chaque jour, il y a 40 PLU qui changent. Et donc, nous, notre vocation, c'est vraiment, et c'est pour ça que les promoteurs viennent nous voir, c'est pour avoir l'information. Et le PLU, c'est la base de travail, mais il y a également énormément de données environnementales, savoir si c'est poli et autres, ou même de savoir, tout simplement, j'ai pas envie de le lire, les 2000 pages du PLU de Lyon qui est en projet. Je veux savoir tout de suite qu'est-ce que je peux construire, nombre de niveaux, emprise et l'ASDP maximum. Et c'est pour ça que les promoteurs viennent nous voir. Amaury, vous avez une offre de service un peu différente, qui est plutôt liée au management des équipes foncières et à la relation
avec les propriétaires fonciers? Vous pouvez nous en dire un Nous, détail un petit peu? oui, bien sûr. Nous, ce qui nous intéresse, c'est votre donnée. Donc, il y a la donnée, effectivement, qu'on peut constituer par ce qui est aujourd'hui accessible à tous et que Eduardo concentre. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la donnée que vous avez déjà détectée, que vos développeurs fonciers détectent au quotidien. Cette donnée-là, à force, en cumulant toutes ces informations, et je pense qu'on a tous fait l'expérience, on ne sait plus du tout où on est, ça devient indigeste. Et en fait, le rôle de Promolid, c'est de digérer cette information-là et de se dire, derrière, de quelle façon on va orienter le quotidien en fonction de ce qu'on a donc identifié toutes les données. Nous, on va structurer ça, on va faire des analyses pour orienter, faire en sorte que le développeur puisse focaliser son attention sur ce qui est consommable immédiatement, quand il a une démarche à faire, de viser juste, de cibler le propriétaire opportun. Et donc, c'est ça, Promolid. C'est vraiment un outil de stratégie derrière, plus qu'un outil de CRM. C'est vos données que vous cumulez, que toutes les sociétés cumulent. C'est de faire en sorte qu'elles ne périssent pas et au contraire qu'elles puissent contribuer à l'activité permanente et voilà, de cibler les choses. Et puis, il y a également le volet derrière où le management, il est facilité parce qu'on accède rapidement aux informations clés. On arrive à avoir une vision globale de l'activité, ce qui permet d'avoir une meilleure gouvernance de la société. Et puis évidemment, c'est permettre au management d'être le relais du management national, de savoir précisément d'être capable de transcrire sur le terrain les volontés du directoire, ce genre de choses. Donc à chaque fois qu'il y a un palier, il y a un tableau de bord différent qui permet de vraiment piloter l'activité. Et enfin, et je conclurai là-dessus, c'est de pouvoir faire en sorte que les bonnes pratiques, on arrive à avoir le retour d'expérience des pratiques et de se dire, là, il y a une agence qui fonctionne super bien, faisons profiter au reste de l'équipe des bonnes pratiques pour élever un petit peu le niveau. Et voilà, donc c'est très vertueux. Ok, Ludovic, à travers ce que vous entendez, votre expérience, la pratique chez Quanime, comment vous voyez l'évolution de l'utilisation des techniques liées au digital? Et quelles sont pour vous les limites, les risques aussi, si vous en voyez, que finalement tout le monde ait accès rapidement et dans des conditions optimales à l'ensemble des informations? Le vrai sujet aujourd'hui, il est là aussi, c'est l'avantage concurrentiel de ceux qui disposent de ce type d'outils. Enfin, moi, j'ai commencé le développement dans les années 2005-2006. Et à l'époque, il faut savoir que pour récupérer ne serait-ce qu'un plan de cadastre, donc vous voyez, Jean-Claude, c'est pas si vieux que ça non plus, hein. Il fallait se rendre au service des impôts fonciers, il fallait payer sa planche cadastrale. Aujourd'hui, avec le développement du numérique, on a accès à l'ensemble du cadastre sur toute la France. Donc chaque parcelle est identifiée au cadastre. Et maintenant, j'ai même plus la nécessité de me déplacer pour récupérer les coordonnées du propriétaire. Il me suffit d'envoyer un mail à la direction des finances concernée et je reçois les coordonnées du propriétaire. Maintenant, les PLU, c'est pareil. À l'époque, pour avoir un PLU, qui s'appelait un POS d'ailleurs à l'époque, il fallait se rendre dans les collectivités et il fallait payer en gros les 3/4 du temps la reproduction de l'intégralité du POS. Maintenant, on a tout accès, ne serait-ce que toute la partie réglementaire sur un PLU, via les sites des communes. Donc rien que ça, c'est déjà un gain de temps. Maintenant, on a aussi d'autres paramètres qui rentrent en compte aussi dans le développement. Là, après, c'est plus des freins au développement. Si on les intègre tous, on va se mettre aussi des bâtons dans les roues dès le départ. Effectivement, comme Eduardo en parlait tout à l'heure, il y a des sites qui existent, type le BRGM, qui sont des ressources de données sur la nature du sol. Donc, dès le départ, on peut déjà savoir si potentiellement on a un risque de pollution. Alors là, je parle en tant que développeur. C'est pas le type de problématique qu'on souhaite nous évoquer dès le départ, même si ça fait l'objet dans nos négociations de conditions suspensives. Ça peut être aussi des freins dans des grosses structures, des points d'alerte, on va dire, sur des dossiers qui peuvent être rendus compliqués. Donc ça, c'est un des points que je souhaitais juste soulever. Maintenant, c'est vrai que l'outil vraiment dans le digital, là où on gagnera du temps pour avoir utilisé Quel Foncier, c'est vous avez accès à l'ensemble de ces données en un clic. Donc en gros, il y a un terrain qui vous intéresse, vous voulez connaître dans quel secteur il se situe, dans le plan de zonage, quelles sont les principales règles de constructibilité et le reste. Vous avez accès à tout en un clic. Donc c'est vrai que c'est un outil très performant. Maintenant, moi, ma seule limite de l'exercice, c'est il y a l'aspect réglementaire et il y a l'aspect qu'on va dire dans la vraie vie. Donc il y a le point de vue réglementaire, mais il y a aussi ce qui se passe au niveau des collectivités. Donc c'est sûr qu'il y a un PLU qui est applicable. Par contre, en parallèle, c'est pas toujours la volonté de la ville de développer un projet à cet endroit-là. Donc ça reste la limite de cet exercice.
Par contre, ça nous permet un gain de temps considérable sur l'identification des terrains. Après, il reste aussi la gestion de toute cette information, et là, ça devient un outil complémentaire. Là, on est plus dans du management. Donc, on a vraiment l'approche collecte de données, faisabilité opérationnelle, et l'approche après gestion de cette donnée, comment on traite l'information. Maintenant, moi, ma grosse limite par rapport à Quel Foncier, c'est comme l'a dit Eduardo tout à l'heure, c'est qu'ils ont un certain nombre de personnes qui mettent à jour les PLU. Maintenant, un PLU, il change systématiquement. Moi, ma seule inquiétude, c'est comment on arrive à mettre à jour toutes ces données en permanence. C'est vraiment la veille de ces données-là où, pour avoir appliqué, utilisé ce type de logiciel, où il y a forcément, à un moment ou à un autre, une double vérification à avoir obligatoirement. Parce que même quand on passe, je parle juste d'un autre aspect, je ne sais pas s'il est disponible sur Quel Foncier, c'est ne serait-ce que sur les taxes d'aménagement. Donc on sait qu'elles changent en moyenne probablement à chaque fois au mois de novembre de chaque année. Et ça, s'il n'y a pas une mise à jour, ça peut avoir un impact significatif sur un projet. Pareil pour des changements des règles spécifiques de zone. Je sais qu'on peut maintenant, via Quel Foncier, faire des préétudes de faisabilité. Mais la limite, c'est, je me pose la question à savoir comment est-ce que cette préétude de faisabilité prend compte du réglementaire de l'environnement immédiat. Je ne sais pas, moi, si j'ai un mitoyen qui a des jours de souffrance, si je suis à Paris ou des choses comme ça, quelle est la limite de cet exercice? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans la théorie, un développeur pourrait rester de chez lui, faire son développement, de chez lui, derrière son écran au bureau, du début quasiment à la fin, il a accès à toutes les données nécessaires pour faire une proposition d'acquisition à un propriétaire. Donc voilà, ça c'est un petit peu la question que j'ai à poser. Et l'autre question aussi que j'ai, c'est comment on traite, avec le RGPD qui est arrivé depuis peu, la collecte et la saisie de toutes ces informations-là, d'un point de vue réglementaire, légal. Voilà, c'était une des questions que j'avais envie de poser. Alors, je vais laisser la parole tout à l'heure aux deux sociétés. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Ludovic. Moi, je suis le conseiller en développement d'un gros groupe qui fait que des maisons de retraite médicalisées, des résidences-services seniors. Alors c'est vrai que la prospection foncière, pour rebondir, en disant un développeur il peut rester dans son bureau, c'est pas totalement faux. Quand on travaille sur des produits très spécialisés, on prépare tout de son bureau. Et comme quand on les développe en France, à chaque fois c'est une journée complète, on peut, à travers tous les outils digitaux, tout préparer. On commence à survoler le terrain avec Google Earth. Après, on fait appel aux services des uns et des autres. On va regarder les cadastres, etc. On sort les PLU. On identifie des cibles foncières. Et s'agissant de produits très spécifiques, à distance, moi, en général, quand je me déplace, je prends un rendez-vous avec le maire. C'est des équipements médico-sociaux. Donc, ça nécessite d'en parler avec la collectivité. Et quand j'arrive, en fait, je fais le tour des cibles foncières, parce qu'il y a aussi ce qu'on ne voit pas trop. Enfin, moi, je n'ai pas accès à tous les outils que vous avez développés, vous, parce que comme on n'en fait pas en série suffisante, c'est un peu compliqué. Mais il y a déjà la vue du sol, qui n'est pas totalement en cohérence à ce qu'on imaginait. Ce qu'il y a autour, qu'on ne voit pas forcément vu de haut avec Google Earth, ni avec les plans, mais avec tout. C'est-à-dire qu'on sent le terrain, quoi. Il y a des choses comme ça. Et puis, si on a plusieurs cibles, en général, ça va très vite. Quand tout est bien préparé, on arrive, on parle au maire, il a vu qu'on connaissait parfaitement les terrains. Et là, du coup, en général, les collectivités, c'est un cas particulier de maîtrise d'ouvrage, mais elles vous aident, parce qu'elles ont envie d'avoir le produit sur leur territoire. Mais le fait de connaître avant de venir, et d'avoir toutes les informations, y compris d'avoir lu le PLU, donc d'avoir fait des pré-études, ça vous met, avec la collectivité, dans une disposition extrêmement favorable. Alors, pour aller toujours dans le même sens, qu'est-ce que vous préparez les uns et les autres comme amélioration de vos produits et services? Parfait. Ludovic en a parlé. La digitalisation, ça fait gagner du temps. Et quand on dit ça fait gagner du temps, ça fait gagner beaucoup de temps. Les promoteurs parlent de 30 à 50% de temps gagné quand on utilise ce type d'application comme Quel Foncier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire très concrètement que vous pouvez faire le même nombre de terrains signés avec moins de développeurs, ou au contraire aller chercher plus de terrains signés. C'est-à-dire qu'il faut passer plus de temps. Donc ça ne va pas changer le métier, mais l'idée c'est vraiment de gagner du temps. Et moi je le compare un peu au passage dans la musique du CD au MP3. On est vraiment dans une étape de digitalisation, c'est-à-dire que quand on demande sa préfaisabilité gratuite à l'architecte, eh ben, peut-être qu'on peut l'avoir immédiatement.
De toute façon, on sait que l'architecte il va y passer très peu de temps. Quand on demande au géomètre l'altimétrie du terrain, on peut savoir immédiatement l'altimétrie. Donc ça nous évite de faire énormément de démarches qui nous semblent inutiles. Moi, hier, il y avait un débat sur la TVA réduite, parce qu'il n'y a pas que les zones en rue qui vous donnent TVA réduite, il y a aussi les zones urbaines sensibles. Et il y avait une mairie qui s'appuyait sur un document ancien de 1997, alors que la définition avait changé. Donc ça vous permet d'avoir tout de suite, est-ce que oui ou non vous êtes en TVA réduite, et avoir des arguments pour parler avec la mairie. Donc là, on est vraiment dans l'étape de digitalisation, vraiment du CD MP3. Et après, comme dans la musique, il y a eu des nouveaux usages, c'est-à-dire des choses qu'on ne pouvait pas faire dans la musique. C'est Deezer, c'est Spotify pour ceux qui connaissent. Et c'est le fait de créer des playlists. Et dans l'immobilier, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que là, à 14h, c'est pour ça que je suis arrivé tout juste, mais on était sur Montreuil. Montreuil, c'est 12 000 parcelles. Et en un appui bouton, on était avec un promoteur. Et lui, il veut 3 niveaux minimum, donc il veut construire de l'immeuble. Il voulait construire 2000 de SDP sur les parcelles, et il voulait que ça soit la construction autorisée en logement. Plus, et après je vous le dis après, donc on est passé de 12 000 à 488 parcelles. Et après, il a rajouté un critère, il veut que du monopropriétaire, que ce soit en personne physique ou en personne morale. Et il en reste plus que 250 parcelles. Donc évidemment, tous ne sont pas vendeurs, et c'est là où il faut absolument passer sur le terrain, et c'est là où c'est l'essence même du métier du développeur foncier. Et il va pouvoir travailler les 250. Alors lui, il les exporte en Excel, et après, il va préparer sa prospection, parce qu'on lui donne en Excel les 250 lignes avec toutes les adresses postales. Et donc après, il va pouvoir utiliser d'autres outils ou faire vraiment aller récupérer les noms des propriétaires. Mais il peut déjà faire sa prospection. Et pour aller encore plus loin, aujourd'hui, la base des propriétaires personnes physiques, c'est un monopole d'État. Géomètre, notaire, le CDIF. Maintenant, les personnes morales, c'est une base qui est commercialisée. Donc aujourd'hui, nous, on affiche directement tous les noms des propriétaires sociétés morales directement sur les parcelles. Et donc le publipostage va beaucoup plus vite quand on a ces informations. Donc on n'est pas qu'uniquement à l'étape de digitalisation, on va rentrer dans une nouvelle étape qui est vraiment celle des nouveaux usages. Alors ça, c'est un avantage parce que beaucoup de terrains dits mutables, en général, appartiennent à des SCI. Donc ça veut dire qu'on a déjà là accès à peu près aux 3/4 des coordonnées des propriétaires fonciers sur les terrains qui peuvent être réellement mis en œuvre. Ça, dès que c'est une société, oui. Alors moi, c'est marrant parce que quand j'étais chez Bouygues ou chez LNC, mon directeur régional, à chaque fois qu'il me voyait au bureau, il me disait, une petite tape gentille, mais en gros, un développeur, on me disait, faut pas qu'il soit au bureau, faut qu'il soit sur le terrain. Et c'est vrai qu'en prospection systématique, en tout cas, moi, je suis peut-être de la vieille école là-dessus, et il y a un réel intérêt d'utiliser la solution. Mais je pense qu'il faut toujours compléter cette démarche-là et ne pas oublier le terrain, parce que la petite chose qu'on va pas voir depuis Google Earth ou depuis une approche théorique du cadastre, on va la voir sur le terrain, la maison abandonnée qui fait que effectivement, elle aurait peut-être pas retenu notre attention, mais demain, ça peut faire un réel sujet, puis d'être au contact avec les gens. Moi, ce que j'essaye dans mon expérience, je me suis dit, plus j'offre du confort, c'est important. Je pense surtout quand on est manager, justement, de voir une vision globale des terrains et sur les règles urbaines et tout. Mais quand on est développeur, l'objectif aussi, c'est de se dire, faut qu'il pressente les changements, qu'il connaisse super bien son territoire, qu'il anticipe les enquêtes publiques. Alors, c'est super si effectivement c'est des choses que vous arrivez à intégrer et tout, mais il faut être encore plus en amont de tout ça. Et je me dis, si chacun derrière procède avec les mêmes filtres pour avoir la même lecture, c'est de dire peut-être qu'ils vont tous être en concurrence sur le même territoire. Et je pense qu'il y a des opportunités qui peuvent échapper, mais peut-être que je me trompe, à la lecture de ce type d'outils. Donc nous, l'objectif, c'est en tout cas de fournir tous ces éléments-là, de capter l'information depuis le terrain avec le smartphone, et de se dire, la petite dent creuse, effectivement, je passe devant tous les matins, j'avais jamais fait gaffe, mais là, je la traiterai ce soir au bureau sans difficulté. Voilà, c'est en tout cas, moi, mon expérience en tant que développeur, mais probablement que, effectivement, toi, aujourd'hui, tu me dis que tu développes davantage depuis derrière ton ordinateur et que la prospection systématique, elle passe un peu à la trappe. Non, alors ça, c'est la prospection systématique, ça restera toujours, je pense, pour ma part, la base du développement. Comme tu l'as dit, ne serait-ce que pour ressentir un quartier où
même un marché. Enfin, il y a un moment ou un autre, il faudra faire une offre. Donc, il faut s'intégrer l'environnement immédiat. Maintenant, ce que je dis, c'est vrai que les outils digitaux qui ont été développés autour de ça, c'est un gain de temps. C'est une obligation aujourd'hui d'avoir, je pense, ces deux paramètres-là. Et là où je rejoins ton analyse, c'est que demain, si tout le monde est équipé des mêmes outils, on va tous rechercher la même chose et on va peut-être passer à côté du terrain que personne n'aura forcément vu. Et il y a une chose aussi qui remplacera jamais toute l'approche digitale, c'est le contact avec les gens, les informations qu'on obtient sur le terrain. Ça, c'est des choses, c'est indéniable. Ça, on ne pourra jamais s'en passer. De toute façon, ce qui reste pour moi la base du développement aussi, c'est tout ce qui approche des collectivités. Enfin, aujourd'hui, une prospection foncière directe, c'est bien. Moi, ce que j'attache comme importance aussi, et à ce que j'apprends aussi à mes développeurs, c'est dans tous les cas d'une prospection directe, je leur demande de faire un rendez-vous avec l'urbanisme des villes. Voilà, déjà, on peut ressentir déjà quelle est la volonté ou pas de la commune, et en fonction de ça, on peut s'attarder justement sur les secteurs, avec quel foncier, identifier rapidement les parcelles qui sont intéressantes et importantes pour un futur projet de développement. Voilà où est la démarche. Mais par contre, là où je te rejoins parfaitement, c'est qu'un développeur qui ne va pas sur le terrain, il n'ira pas bien loin. Enfin, il va négocier la même chose que tout le monde négociera. C'est juste ça. Alors moi j'ai une question à vous poser à tous les trois, vous allez répondre les uns après les autres. Je suis un promoteur immobilier, je suis multi-territoire, j'ai un territoire qui m'intéresse, que je ne connais pas. Est-ce que je peux faire un plan d'intervention foncière grâce à vos outils et vos techniques rapidement pour envoyer, je dirais, une équipe commando, sortir les premiers terrains et me permettre de m'implanter? Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est faisable rapidement? Oui, nous on a beaucoup de grandes foncières ou d'asset management qui vont nous leur donner tout leur patrimoine. Donc ça peut être des centaines d'immeubles ou des milliers même d'adresses. On a des gens qui connaissent le patrimoine de leurs clients. Et donc en appui-bouton, on peut savoir exactement quel est le potentiel. On a les prix de tous les programmes de l'environnement. On a le potentiel constructible et on a le construit. Et donc la dent creuse, c'est exactement ça, c'est la différentielle entre, par exemple, je peux faire 2000 SDP, j'en ai que 1000 construites aujourd'hui, donc je peux faire un potentiel. Donc ça, pour le logement social, on fait beaucoup, parce qu'ils ont énormément de potentiel, et avec autant de PLU qui changent, ça pouvait ne pas être constructible à plus de 5 niveaux encore hier, et maintenant c'est passé à 7 niveaux, par exemple. Et nous, on complétera... si on veut faire du volume, je pense que l'approche, dans un premier temps, Eduardo, fonctionne. Et nous, derrière, c'est comment on traite toutes ces informations qu'on a captées et de quelle façon, derrière, je vais pouvoir signer mon terrain. Parce que c'est ça, en l'occurrence, qui nous intéresse. C'est, l'information, elle est partagée, elle est globale et elle peut être concentrée sur différents outils. Mais surtout, c'est derrière qui je vais relancer, pourquoi celui-ci en priorité, quand j'ai 2000 parcelles, 2000 propriétaires et que je veux faire une opération là-bas. L'objectif c'est de pouvoir digérer et de prioriser les relances et de se dire le propriétaire clé c'est lui. Promolid va vous guider sur si on peut faire 200 logements, il va vous guider sur le mec qui va vous permettre de faire 200 logements avec une seule personne à convaincre plutôt que de chercher le remembrement de 20 personnes pour faire 30 baraques, quoi. L'objectif à terme c'est aujourd'hui comme ça qu'on travaille avec Promolid, c'est de pouvoir derrière grâce aux données que vous avez collectées, grâce au smartphone par vos développeurs qui sont allés sur le terrain, de pouvoir après, par des filtres et par des algorithmes, faire émerger les actions à mener qui sont les plus judicieuses. Ludovic, Quanime veut attaquer le marché lillois. Est-ce qu'avec les outils d'aujourd'hui, il peut avoir une idée précise de quel endroit attaquer ? On dispose de quelques outils, effectivement. Après, ça sera une approche qui ne va pas être ultra précise, je vais dire. Parce que ce n'est pas forcément un marché que je connais. Donc, à mon avis, il serait plutôt opportun que je me déplace, déjà dans un premier temps, pour un peu voir cet aspect justement de sensibilisation, ou essayer de comprendre ce marché. Maintenant, dans la théorie, si demain, un apporteur me propose un dossier sur l'île, avant de me déplacer, je vais déjà quand même utiliser l'ensemble des outils mis à ma disposition pour voir si c'est un intérêt ou pas. Parce qu'un prix du marché aujourd'hui, avec tout ce qui existe, on est à même de définir à peu près le prix d'un secteur, d'un quartier. Donc de là, avec une constructibilité, effectivement, sans me déplacer, je peux voir si c'est un intérêt ou pas. Maintenant, cibler parfaitement un dossier de Lille depuis Paris,
ça se fait. Maintenant, l'exactitude de l'information, je la maîtrise pas, je pense. Eduardo, vous maîtrisez un certain nombre d'informations, de données, donc la prospection foncière, le digital, forcément on va toucher au big data. Est-ce que vous y songez? Qu'est-ce qui pourrait être fait avec toutes les informations dont on dispose? Et en quelle mesure les collectivités locales qui sont quand même à l'initiative, en tout cas avec leur PLU, des constructibilités possibles, peuvent être un partenaire intéressant pour vous? Et j'ai la même question pour Amaury. Oui, alors pour l'exemple lillois, c'est assez drôle, mais le PLU de Lille est en projet, en projet. Donc il y a déjà tous les promoteurs qui se positionnent sur les parcelles qui vont changer. Donc on est en plein dessus. Après, pour votre question sur les collectivités, oui, les collectivités peuvent nous consulter ou nous consultent pour savoir quel est l'impact, en changeant des règles d'urbanisme, quel est l'impact et quelles sont les parcelles qui vont être les plus intéressantes quand elles vont faire quand elles vont ouvrir la constructibilité en termes de diffus. Évidemment, là où il y aura des appels d'offres, c'est un petit peu plus structuré en termes de process. Donc oui, on travaille avec les collectivités locales qui veulent vraiment savoir quel est l'impact vraiment d'un changement de réglementation. Il y a beaucoup, maintenant on voit l'arrivée des PLUI et toutes les maires, surtout de première et deuxième couronne de ville, se posent la question, qu'est-ce qui va se passer si j'ouvre mon PLU, la constructivité. Et on voit à l'inverse aussi les municipales arrivant, que certaines communes ferment tous les permis. Nous on le voit vraiment avec les permis de construire, puisqu'il y a un petit peu la révolution. Maintenant on a tous les permis de construire à 60 jours. Pour ceux qui utilisaient Quel Foncier, avant c'était 365 jours. Maintenant le ministère nous donne tous les permis. Donc on voit que l'impact des municipales est quand même là, et donc il faut avoir ces connaissances que voilà, il y a des marchés plus ouverts et d'autres marchés plus fermés. Et quelque chose à rajouter? Amaury, sur le big data. Sur le big data, nous, c'est des informations tellement confidentielles qu'il n'y a pas de traitement de big data. Le traitement se fait juste à l'échelle de l'entreprise. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est ce qui fait la valeur de l'entreprise. C'est évidemment ces données-là, c'est les talents, c'est les personnes qui composent l'entreprise. Nous, ce qu'on va faire, c'est juste synthétiser, digérer et accompagner la stratégie de l'entreprise pour performer et atteindre ses objectifs. Mais il n'y a pas de ratio sur l'ensemble des acteurs de l'immobilier. Ça, on est incapable de le fournir, quoi. Ludovic, en tant que promoteur, vous êtes rassuré, les limites, la sécurisation à la fois de votre propre activité, avec ces outils digitaux qui se mettent en place? Alors moi, par expérience, j'ai pas la paranoïa du développeur. Je sais que pour certains de mes anciens collègues, le fait juste de rentrer une adresse dans un progiciel, il imaginait partir l'information à l'ensemble des promoteurs clients, par exemple de Quel Foncier. Bon, aujourd'hui, moi, j'ai aucune problématique. C'est pas le cas. Hein. C'est pas le cas, j'espère, pas pour toi. Donc, moi là-dessus, j'ai pas de crainte particulière. Maintenant, je sais que ça peut être une objection pour beaucoup de développeurs. Parce qu'un carnet d'adresses de développeurs, c'est quelque chose qui, a priori, dans la théorie, ne se partage pas. C'est des choses que je peux comprendre, parce que c'est aussi ce qui fait notre fonds de commerce. Moi, là-dessus, j'ai pas d'a priori, donc je pourrais pas trop débattre là-dessus. Moi, c'est intéressant parce que moi, je suis développeur, du coup, c'est le premier sujet, si tu veux, que j'ai traité dans Promolid, c'était déjà de permettre l'export des informations que tu as saisies, parce que c'est la base. Mais l'objectif d'un tel outil, c'est vraiment de te faire gagner du temps, parce que tu accèdes en tout lieu à ton portefeuille foncier, tu peux saisir le compte-rendu de l'échange que tu as eu avec le propriétaire qui t'a appelé, tu saisis son nom dans Promolid, tu accèdes à sa fiche terrain, et si tu veux, c'est un gain de temps considérable, et tu n'as pas à attendre d'être au bureau également pour faire tes relances téléphoniques, à ouvrir ton classeur, ton cadastre, à sélectionner, et tu sais plus pour qui tu relances tel propriétaire. Promolid, lui, il te guide et il te dit tiens, relance ce propriétaire-là, il est plus opportun, et tu peux faire ça en rentrant de ton dernier rendez-vous sans avoir besoin à repasser chez toi. Mais après, effectivement, on comprend l'inquiétude de se dire je suis développeur, ces infos-là, évidemment, elles restent sécurisées. Après, la crainte peut aussi être compréhensible parce que toutes ces informations sont quand même stockées à l'extérieur.
Et c'est vrai que nous, on n'a pas la maîtrise de cette sécurisation. Pas nécessairement. Nous, on privilégie le format SaaS, évidemment, parce que ça permet d'être beaucoup plus agile. On fait des évolutions en fonction de retour d'expérience des développeurs, ce qui enrichit également l'ergonomie de Promolid. Mais on a également la possibilité de faire sur des serveurs appartenant à la structure qui accueille. Et derrière, quand on veut faire une évolution, on passe par la DSI et nous, voilà, on n'y accède à rien. Mais tout est possible, quoi. Mais voilà, c'est un sujet qu'on a traité très récemment, donc on peut le faire. Je me retourne vers Eduardo parce que, comme je l'ai dit, moi je suis un consultant de développement, mais je travaille sur des coûts. Donc ça veut dire que je n'utilise pas forcément toute la mécanique. Ça prend du temps. Alors, est-ce que c'est un danger d'avoir accès aux mêmes informations ? Pour ma part, je dirais de toute façon, si je veux le faire, même manuellement, je vais le faire. L'inconvénient, c'est que ça va me prendre du temps et que le temps, c'est quand même une ressource rare aujourd'hui. Donc vous, pour l'activité de Quel Foncier, qu'est-ce que vous mettez en avant ? Ça, c'est quoi le principal avantage, si vous me le résumez, de ce que vous proposez à un promoteur ? Sachant qu'encore une fois, si on veut avoir toutes les informations, on peut les chercher. On va mettre une semaine. C'est ça. Et nous, on dit souvent que notre principal concurrent, c'est ça, c'est le stylo, l'Excel et le faire, je ne vais pas dire à l'ancienne, mais le faire manuellement. Nous, très concrètement, c'est grâce à ce type d'application, grâce à ces données-là, à cette digitalisation, à ces nouveaux usages, c'est les aider à trouver plus de foncier. Et plus rapidement, et c'est la seule raison pour laquelle ils nous contactent, c'est le nerf de la guerre, c'est le foncier, et ça les permet de trouver plus de foncier. Alors en gagnant du temps, mais aussi beaucoup d'usages. Les permis de construire, ça a l'air anodin, mais quand vous savez que tout le monde a accès au permis de construire un logement à 60 jours, tout le monde regarde ceux qui ont été refusés. Et donc c'est une accélération de la concurrence. Alors sur des permis refusés, donc il y a des villes, on est à plus de 50% de refus de permis. Donc imaginez tout le monde regarde ça à travers nous ou à travers n'importe quel outil qui a ces informations-là. Donc c'est vraiment les aider à trouver plus de foncier. Et c'est pas nécessairement, alors moi j'y crois pas du tout qu'il y a plus de concurrence sur les parcelles. Moi je pense qu'il y a énormément de gisiers de foncier. Rien que nous on est dans le 12e à Paris, si un jour vous voulez nous visiter, vous êtes venus, mais il y a encore énormément de gisiers qui étaient pas constructibles il y a 10 ans, pas il y a 20 ans, mais qui aujourd'hui c'est en train de changer. Montreuil est en train de changer, et si on regarde par exemple une carte de toutes les grues en France, donc là c'est déjà le passé, parce que c'est en cours de commercialisation, ça va sortir, et il y a beaucoup d'opportunités. On est à plus de 10 000 en France. Nous on le voit à côté de chez nous, il y a énormément d'opportunités, donc je pense que la transparence, l'open data permet vraiment au contraire de nouvelles opportunités foncières. La question c'est, tout ça, ça a un prix. Si vous pouvez nous parler un petit peu prix, puis je demanderai à Ludovic si le prix proposé, il y a un gain du côté du promoteur, réel, en dehors de la vitesse et finalement, si j'ai bien compris, de l'accès à l'information par anticipation. On parle de quoi ? Du prix de la prestation de Quel Foncier ? Déjà, au niveau du prix, après, j'ai envie de dire, si ne serait-ce que l'outil Quel Foncier me permet de sortir une opération dans l'année, il aurait été rentabilisé. Voilà, donc ça s'arrête là. C'est assez rapide comme raisonnement. Après, l'outil, je pense, qui est plus sur du CRM amélioré que tu proposes, c'est pareil, c'est à terme, si parmi l'exploitation de toute cette base de données, de tous ces points d'alerte, ça me permet d'aboutir à quelque chose, à une opération, c'est amorti. Alors, pas à n'importe quel prix non plus. Après, il faut qu'il y ait aussi quelque chose de raisonnable. Après, effectivement, il y a plusieurs types d'entreprises. Il y a les entreprises à taille humaine, les grosses entreprises. Maintenant, il faut que ça reste accessible aussi au plus grand nombre pour que les petits promoteurs ne soient pas non plus défavorisés. Voilà, c'est juste ça où... Bon, pour répondre, il n'y a pas d'inquiétude. Nous, c'est 100 € hors taxe par utilisateur par mois. Donc, tu peux le faire. Et donc, voilà. Donc, je pense que c'est très, très, très rapidement amorti. Clairement, nous, on constate que déjà, on fait gagner énormément de temps avec l'automatisation des tâches. Et surtout, l'intérêt aussi pour les gens qui le déploient, c'est gagner en organisation. Et puis, c'est sécuriser aussi les informations foncières, d'avoir une maîtrise du turnover, d'avoir un rapport d'activité sur ce qui a été réalisé.
Et puis, c'est imaginer de nouvelles méthodes de travail aussi, avec la mutualisation des compétences en interne. Tu pourras, ce que permet pas le tableau Excel aujourd'hui isolé dans son coin, va permettre peut-être de faire des accès restreints pour faire des relances téléphoniques via une assistante. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on est en train que permet Promolid. Alors Eduardo, entre 7 jours de développeur, aller chercher les infos et votre solution, l'optimum il est où? Oui, alors nous c'est assez transparent en fait. Évidemment, si vous êtes national, nous ça va être vraiment du géographique, donc soit France, soit région, soit département, soit agglo. Donc tout est sur notre site internet, mais de toute façon, moi ce que je vous invite, c'est vraiment pour ceux qui font de la prospection, c'est vraiment à tester, ou même à titre personnel, si vous avez quelqu'un dans votre famille qui a une petite maison ou un petit terrain, n'hésitez pas, nous on est en sortant à gauche, vous testez pour voir peut-être, comme on le disait tout à l'heure, si vous êtes assis sur un tas d'or. C'est bon à savoir si on peut construire un supermarché dessus, un cinéma ou un bureau ou un logement. C'est ce qu'on nous pose tous les jours comme question. Et je pense que le mieux c'est tester et voir. Et après évidemment c'est vraiment en fonction, si vous travaillez là sur Lille qui vient de changer, Marseille qui vient de changer, qui est en arrêté, vous pouvez prendre uniquement l'agglomération. Oui. Donc si je résume, aujourd'hui on a les outils digitaux au point, les gains chez les promoteurs, et tout ça pour une rentabilité économique rapide, puisque à une première opération, tout est couvert. Voilà, il n'y a plus qu'à. C'est un investissement, pardon, voilà. Jean-Claude. Je vous remercie. On est dans les temps, il est 16h30. Et donc, je vous remercie de votre présence. C'est les uns les autres, on est à votre disposition. Quel foncier et Promolid sur leur stand, et Ludovic et moi à la fin de la réunion. Merci de votre attention et puis bonne fin de salon Rent.